Hey, je viens de voir ça. Au fait, c'est quoi Aéropixie? Aéropixie, c'est une équipe, un savoir-faire, une compétence reconnue dans l'analyse, l'expertise et la rédaction des documents relatifs à la réglementation drone, ou encore même l'information. Si je te dis Manex par exemple, ou encore dossier d'analyse de risque Sora. Ouah, je sais pas trop faire. Ah, c'est pour ça, Aéropixie t'accompagne et il t'accompagne même dans la création d'entreprises dans le domaine du drone. Envoie-leur un message, une seule adresse, contact@aeropixie.com. AEROPYXIS.com. Aéropixie. Ah, super, merci. Fréquence drone, l'interview par Thierry Mort. Le décret 2019-1114 du 30 octobre 2019 concernant l'application de l'article L34-9-2 et l'article R20-29-2 du Code des postes et communications électroniques stipule que... Bon allez, ça va, j'arrête là, vous l'aurez compris, si je me mets à parler ainsi, cette émission va très vite devenir rébarbative. Et pourtant, c'est l'un des nombreux textes réglementaires à connaître lorsqu'on est exploitant drone et qu'on souhaite faire évoluer un aéronef télépiloté. De plus, avec l'entrée en vigueur de l'U-Space le 26 janvier 2023, connaître ce texte en particulier sera sans nul doute un impératif. Pascal Henry, notre invité d'aujourd'hui, connaît très bien ce texte et ses différents articles, puisqu'il a créé, dès l'annonce de ce décret, un récepteur pour accueillir en temps réel les données émises par les dispositifs de signalement électronique ou numérique prévus au premier alinéa de l'article L34-9-2, dont l'objectif est de détecter le vol des aéronefs circulant sans personne à bord, dont la masse est supérieure à un seuil mentionné à l'article D103, et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant. Accueillons tout de suite Monsieur Pascal Henry, fondateur de la société Aérodrone et concepteur de la balise de signalement ainsi que du récepteur, plus connu sous le nom de Aérobeacon. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à une telle émission qui contribue à améliorer la sécurité des drones. Alors bon, bien sûr, tu l'auras compris, toi et nos auditeurs, je l'ai pris un peu sur le ton de la plaisanterie, mais il faut rester quand même assez sérieux. Alors Pascal, avant d'aller plus avant, est-ce que tu pourrais nous présenter les produits que tu as conçus et est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter aussi un peu ta carrière? Oui, 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 tout à fait. D'abord, ma carrière, elle date un petit peu. Elle a été en fait très riche, très variée, et j'ai eu la chance de faire beaucoup d'activités, mais toujours dans le monde de l'aéronautique. Bon, j'ai commencé il y a pas mal de temps à développer des cartes électroniques, donc faire du développement électronique vraiment sur des calculateurs du Mirage F1. C'était à la société Sagem. Ensuite, j'ai développé des logiciels de test dans la société Matra pour les missiles. Puis j'ai été chef de projet pour développer des simulateurs d'environnement de missiles. En fait, c'était des systèmes qui permettent de faire voler des missiles tout en les laissant au sol sans que eux bougent, mais en fait, ils croyaient qu'ils bougeaient. Donc ça permet de faire ces tests sans avoir à tirer le missile. Bien sûr, c'est plus simple. Puis, j'ai été responsable de la recherche et développement logiciel embarqué pour ces fameux calculateurs de missiles. Et ensuite, j'ai bifurqué. J'ai quitté un peu le monde de la technique pour passer dans le monde de la gestion de projet, le project management qu'on en dit maintenant. Alors d'abord dans la société MBDA, c'est une société issue de la fusion d'Aérospatiale et Matra. Et puis depuis quelques années, et puis ensuite, pardon, depuis quelques années, j'ai travaillé en project management dans la société Airbus sur l'avion A330. Ah bah dis donc, une belle carrière, hein. Déjà pas mal de choses. Ça m'a permis justement d'emmagasiner beaucoup de savoirs variés. En parallèle de tout ça, je suis passionné des drones, bien sûr, on l'aura compris. Enfin, depuis 3 ans, j'ai monté la société Aerodrone.pro et c'est un cabinet d'ingénierie dans lequel je développe et commercialise notamment le récepteur de balises de signalement. Je voudrais revenir sur un point que tu as signalé. Tu es passé par le monde associatif, et notamment au sein d'Airbus, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors cette association, c'était vraiment regrouper tous les passionnés de drones dans le monde Airbus. Et l'objectif, c'était vraiment de regrouper les gens pour que tout le monde puisse échanger sur leur passion. C'était pas vraiment faire de l'apprentissage, c'était surtout du partage d'informations, du partage d'idées. Alors, si j'ai bien compris, tu as aussi créé à un moment donné un drone de pulvérisation pour lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires. C'est bien ça? Alors oui, c'est ça. En fait, il y a quelques années, j'ai été confronté, comme beaucoup, à l'invasion de chenilles processionnaires sur les pins autour de ma maison, sur le terrain chez moi.
Heu, aller traiter des nids de chenilles processionnaires, c'est quand même compliqué, laborieux et en plus c'est dangereux parce que les nids sont vraiment très urticants et pour la santé, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Donc, je me suis dit: «Comment allier ma passion des drones avec, quelque chose d'utile pour aller traiter, ces chenilles?» Et je me suis dit que développer un drone qui serait capable, d'emporter du produit et d'aller pulvériser ça en haut du pain, ça serait quelque chose de vraiment très efficace, très pratique et en plus, je pense très écologique parce que ça permet de traiter très localement uniquement les parties du pain qui sont touchées. Est-ce que tu n'as pas été confronté à la réglementation sur l'interdiction de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par voie aérienne? Si, 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 j'ai bien sûr, c'est on n'a pas le droit n'importe qui d'envoyer des produits pharmaceutiques, comme ça n'importe où. C'est soumis à une certification. Donc, il faut avoir le certificat d'autorisation. Non, alors effectivement, il y a une réglementation sur ceci, mais est-ce que tu avais prévu d'en faire une activité professionnelle de la pulvérisation contre la chenille processionnaire, ou est-ce que tu avais prévu de plutôt être côté constructeur et de concevoir un drone pour ceux qui allaient l'utiliser? Alors, je suis plutôt côté constructeur, ça c'est clair. Je suis pas spécialement exploitant. Bon, là, dans ce cas-là, de toute façon, je ne l'exploite pas dans ce cadre-là. Mais moi, je suis beaucoup plus un cabinet d'ingénierie. Donc, c'est plutôt de l'étude, de la conception, de la commercialisation. Et notamment pour ce drone de pulvérisation, là, je suis parti d'une feuille blanche. Mhm. Vraiment, à l'origine, je me suis dit, bon, quelle est la spécification de cette machine? Alors Pascal, venons-en à ce qui est aujourd'hui ton activité. Donc tu viens déjà de nous en décrire une partie avec la conception d'un drone, mais tu t'es aussi intéressé à d'autres choses, et notamment à la conception de balises d'identification et à leurs récepteurs, hein. C'est bien ça? Alors c'est tout à fait ça parce que ce drone donc il fait plus que 800 grammes, hein, le drone que j'ai fabriqué là, il fait entre 2 et 2,5 kg. Donc afin de respecter le décret dont tu parlais tout à fait au début de l'interview, eh bien j'ai dû l'équiper de balises. Bon ben j'ai mis un petit calculateur dans un petit boîtier avec la capacité d'émettre la trame Wi-Fi nécessaire pour faire le signalement électronique et puis j'ai fabriqué des balises. Bon, je dis ça d'une manière très simple, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, on peut s'en douter, hein. Mais, mais bien sûr, j'ai pu développer ces balises et pour un prix qui aujourd'hui, est beaucoup inférieur à ce qu'il y a dans le commerce. Alors aujourd'hui, moi, le système que j'ai développé là, il est, 100 compatible avec le système français et le système français, c'est le plus contraignant, en fait. C'est celui qui a le plus d'exigences et donc, moi, je me suis aligné sur le plus exigeant. Bon, la réglementation peut toujours évoluer, évidemment, mais aujourd'hui, moi, mon système, il est 100 compatible avec le décret du 27 décembre 2019, celui dont tu parlais tout à l'heure. On peut avoir éventuellement un prix, ça te dérange, non? Non, pas du tout, pas du tout. Donc elles sont à 49 € pour la version de base. C'est la version minimum de cette balise et pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, je peux même la fournir en kit. À ce moment-là, c'est à eux de souder et de monter, l'ensemble et dans ce cas-là, je la propose à 33 €. Alors, tu as également conçu le récepteur, un système permettant d'acquérir en temps réel les données émises par justement ces balises de signalement. Tes balises ou toutes les balises? Alors, effectivement, j'ai dû, développer ce récepteur parce que, donc quand j'ai développé la balise, je me suis dit à un moment: «Bah, il faut que je valide le bon fonctionnement de la balise que je viens de développer». Ton détecteur a permis, je crois, de voir en Guadeloupe une erreur de positionnement sur une balise par suite d'une erreur de signe sur les coordonnées de positionnement du drone. Oui, c'était une anecdote très intéressante, donc j'ai eu un client, guadeloupéen qui m'a acheté un récepteur de balises et lui-même était déjà équipé de drones, avec, des balises intégrées ou, de balises externes, hein. Il avait les 2 modèles et en fait, avec le récepteur Aérobécon, donc la première chose qu'il a fait, c'est essayer de capter les balises de ses drones à lui qui étaient, juste à côté de lui. Et lorsqu'il a mis en marche le récepteur lui a dit, «Ah bah, tout va très bien, je vous trouve en plein milieu du golfe d'Oman». Ah! Donc il a été très, très surpris et donc bon, bah, il m'a appelé en me disant: «Bah, le récepteur il marche pas là, il me dit que je suis dans le golfe d'Oman alors que je suis en Guadeloupe». Bon, le récepteur, il est doté d'une fonction qui permet d'extraire les données brutes qui se trouvent dans les balises. Donc, je lui ai demandé de faire la manip, de pouvoir extraire ces données, de me les envoyer, ce qui m'a permis de faire une analyse et de me rendre compte tout simplement que la balise qu'il était en train de capter, elle faisait une erreur de signe sur l'angle de la longitude.
En fait, elle omettait de transmettre le signe moins parce que, par rapport au méridien de Greenwich, la Guadeloupe, elle est à l'ouest et donc elle est sur un signe moins et elle est à -61°. Et si jamais on va à plus 61°, eh bien, on voit qu'on tombe pile dans le golfe d'Oman. Et donc, grâce au récepteur, il a pu se rendre compte que sa balise ne fonctionnait pas correctement. Il a donc appelé le fournisseur de sa balise et faire corriger le problème de sa balise. Donc, c'est vraiment, vous voyez, le récepteur, bon, ça permet de capter ses balises, de vérifier le bon fonctionnement, mais ça permet aussi de corriger des problèmes de balise si jamais il devait y en Mais avoir. dis-moi, c'est bien plus qu'une simple anecdote, parce que si ça se trouve, d'autres balises sont concernées. Ah bah, à partir du moment où, vous ne vérifiez pas le fonctionnement de vos balises, et ben, vous supposez elles envoient les bonnes valeurs, mais vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas faire autrement. Le récepteur, il est là effectivement pour, vous donner toutes ces informations de façon très Je précise, crois oui. que tu viens d'intéresser beaucoup, beaucoup de nos auditeurs qui se demandent si tout compte fait, ils risquent pas de se retrouver en infraction. C'est vraiment, un récepteur qui est 100 compatible avec toutes les exigences du décret du 27 décembre 2019. C'est pourtant pas une exigence réglementaire d'avoir un récepteur pour pouvoir vérifier ses balises, si? Non, 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 on n'est pas obligé d'avoir un récepteur. Quand on achète une balise chez un fournisseur, on est censé acheter une balise qui fonctionne bien. Donc de ce côté-là, on n'a pas besoin d'un récepteur pour le cadre légal. Ça c'est clair. Bon, d'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le mode de fonctionnement? C'est-à-dire comment ça fonctionne? J'ai une balise, elle va me servir à quoi exactement? Donc la balise donc sur le drone, elle émet, la trame Wi-Fi selon le décret, avec tous les champs qui permettent d'identifier le drone, et puis des champs qui indiquent la position, la hauteur, la vitesse, et cetera. Donc tout ce qui est, contractuel. Le récepteur, lui, donc, il permet de capter toutes ces informations et je me suis rendu compte que dans le commerce, ce récepteur n'existait pas. Donc, on a un besoin pour savoir si nos balises fonctionnent bien, émettent bien, mais on n'avait rien qui existait. Donc, ce besoin n'était pas couvert. Je propose ce récepteur aérobacon qui est vraiment très simple d'utilisation, très facile de mettre en œuvre. C'est vraiment les critères que j'ai voulu mettre en avant et on peut l'utiliser déjà pour vérifier le bon fonctionnement des balises. Mais pas que, évidemment. Ça permet aussi, donc avec toutes les fonctions que j'ai rajoutées par la suite, de connaître tout l'encombrement de l'espace aérien autour de soi. Bon, c'est important quand on vole de savoir si on est seul ou s'il y a du Ah monde oui, je et on affiche tout ça non seulement sur un écran, mais aussi sur une carte, de façon à visualiser, physiquement où est-ce que l'on est. Ça permet aussi, ce récepteur, de retrouver une machine qui se serait abîmée. Bon, c'est très rare, mais ça peut arriver, hein, qu'on ait un drone qui tombe à un crash en vol. Eh bien, pour le retrouver, lorsqu'on est dans une plaine, c'est facile, mais souvent, on est dans des endroits plutôt, accidentés ou une forêt ou autre chose et avec le récepteur a mémorisé, tout le tracé du drone et il indique sur une carte où est tombé le drone. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour le retrouver. Bah, écoute, sincèrement, là, je voudrais juste t'interrompre 2 minutes et on reprendra effectivement le descriptif. Mais tu viens de soulever 2 points qui sont intéressants. Le premier, c'est la vérification de la balise, parce qu'effectivement, si quelqu'un vole avec un drone dont la balise ne fonctionne pas et qui se fait appréhender par les forces de l'ordre, c'est de sa responsabilité. Le deuxième point, c'est effectivement lorsqu'on perd son drone. Moi, jusqu'à présent, lorsque je volais, j'avais un système à beeper pour essayer de le retrouver si jamais il était tombé à un endroit, mais je m'étais acheté aussi en dernier une balise GPS qui me permettait d'aller le retrouver. Donc l'avantage de ton appareil aujourd'hui, c'est qu'il cumule tout ceci. Donc et ça, c'est très bien. Ouais. Ouais, et pas que, et pas que. Le récepteur, là, il mémorise aussi tous les déplacements de toutes les balises finalement, donc de son drone aussi. Et si on doit justifier qu'on est passé à un endroit et pas à un autre, bon, ben, on peut le faire avec cet appareil, avec en mémoire. Donc on va retrouver les fichiers de tous les déplacements avec toutes les coordonnées GPS, mais pas que les coordonnées GPS, la hauteur, la vitesse, etc. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Oui. Ouais, alors ces fichiers qui ont été mémorisés, bon, c'est pas le tout de les avoir, mais on peut aussi les rejouer. On les rejoue en mode rapide, de façon à voir le déplacement en temps différé, hein, de tout ce qui s'est Mhm. passé pendant le vol. Et puis, depuis pas très longtemps, j'ai rajouté une fonction qu'on appelle la fonction radar. Donc ce récepteur, concrètement, il permet de faire l'acquisition de toutes les balises en temps réel dans un cercle de 2 kilomètres de diamètre.
2 kilomètres de diamètre, donc ouais, 1 kilomètre de rayon, donc effectivement, ce qui nous permet de pouvoir voir tous les drones qui sont autour de soi. Est-ce que tu récupères sur un serveur l'intégralité de ces récepteurs de manière peut-être à faire une sorte d'image fly radar, hein, pour en nommer un par exemple? Alors, ce n'est pas encore opérationnel, ce genre de choses. Bon, vous l'aurez compris, hein, dans mon centre d'ingénierie, là, on est beaucoup sur les évolutions, les améliorations, etc. Donc, ça fait partie de l'amélioration. Aujourd'hui, tous les récepteurs fonctionnent en mode autonome, c'est-à-dire qu'ils chargent en local toutes les informations et ils les conservent en local. Une évolution, c'est en effet de le relier avec le monde extérieur vers un serveur de façon à partager peut-être des positions ou tout au moins les exploiter d'une manière centralisée. Bon, ça pose un certain nombre d'autres questions parce que ça veut dire partager, ça veut dire qu'il faut que les utilisateurs donnent le droit à montrer et à ce que les autres voient là où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a un certain nombre de questions supplémentaires qui se posent dans ce cas-là. C'est aussi pour ça que ce développement est un petit peu plus compliqué à faire que ce que l'on pouvait imaginer de faire un développement technologique uniquement, si tu veux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que de la technique derrière, il y a aussi du réglementaire, il y a aussi du respect à la vie privée de tout un chacun. Et effectivement, ton produit pourrait permettre de savoir que il faut faire attention parce qu'il y a d'autres usagers dans le coin. D'ailleurs, ça nous ramène à l'U-Space, hein, parce que c'est un peu le but de l'U-Space avec des fameuses balises embarquées qui permettront d'aller dans un environnement ségrégé. Est-ce que ton système, tu l'as conçu pour le concept U-Space? Alors, mon système, il est conçu pour être reliable, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et donc, bon, aujourd'hui, USpace et le récepteur sont des appareils qui sont relativement jeunes, donc on n'en est pas encore à avoir fait cette liaison, mais c'est une option et une possibilité tout à fait envisageable. D'ailleurs, je suis en discussion avec d'autres membres de Aerospace Valley, hein, c'est donc une communauté que beaucoup connaissent maintenant, et donc pour discuter et voir comment développer ce type d'évolution, qui n'est pas une évolution simple, c'est quelque chose d'assez lourd, mais c'est un peu trop tôt et je préfère t'en parler une autre fois lorsque ça sera un petit peu plus mûr, Oh, si mais tu veux. c'est certain que tu reviendras. Il y a tellement de développement, il y a aucun problème. Tu seras accueilli à Fréquence Drone avec le plus grand plaisir. Alors, une question que je voulais te poser aussi, c'était par rapport à l'EASA. Est-ce que ton système pourrait éventuellement être reconnu par l'EASA, puisque l'EASA est en train de certifier un certain nombre de systèmes pour justement pouvoir pénétrer dans ces couloirs aériens ou dans ces zones réservées de l'U-Space. Est-ce que tu t'es rapproché de l'EASA? Alors pour l'instant non, je me suis pas rapproché de l'EASA. Bon, c'est pareil, c'est une évolution tout à fait faisable, hein. Bon, il y en a tellement qu'il faut les prioriser. Aujourd'hui, ça c'est pas encore fait, mais c'est vrai que aucun souci pour se rapprocher de l'EASA, demander la certification. De toute façon, ce récepteur, il est vraiment 100% compatible avec le décret. Donc il n'y a pas de souci pour que il soit certifiable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ton système radar permet aujourd'hui donc une détection, tu l'as dit, jusqu'à un rayon de 1 kilomètre, des balises d'identification électronique. Dirais-tu que cet appareil devrait faire partie de la panoplie du télépilote qui permet de détecter d'autres UAS dans un secteur de 1 kilomètre de rayon, même si ça n'est pas une obligation réglementaire? Qu'est-ce que tu en penses? Alors tout à fait, c'est en effet là, c'est vraiment un appareil qui contribue à la sécurité en vol. Ça, c'est comme ça que je l'ai conçu. Et en fait, vous l'aurez compris, hein, je le conçois aussi avec et beaucoup avec le retour d'expérience de plusieurs télépilotes, de tous les télépilotes qui souhaitent vraiment travailler avec moi pour me faire du retour d'expérience et pour améliorer leur sécurité en vol. D'ailleurs, c'est un concept que tu as développé, ça, d'ailleurs, le retour d'expérience. C'est un concept que j'ai intégré complètement et c'est mon mode de fonctionnement. Aerodrone.pro, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne et c'est, je pense, une bonne manière de répondre aux besoins les plus réels des utilisateurs. Alors, avec la fonction radar dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est une fonction qui justement va aider les télépilotes à être alertés automatiquement. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre en marche le récepteur à côté d'eux, définir une zone de protection, et lorsque un drone franchira la limite qui aura été définie, le télépilote va être alerté. Et il va être alerté soit d'une manière visuelle uniquement,
pour être assez discret finalement, soit d'une manière sonore avec uniquement des bips, ou avec d'une manière sonore avec une voix qui va indiquer attention, alerte à 350 mètres, alerte à 300 mètres, etc. Qui va prévenir le télépilote pour lui dire, eh bien quelque chose arrive et c'est à telle distance de toi. Donc c'est vraiment un appareil qui va aider le télépilote à être dans des conditions plus sécurisées, quoi, pour pouvoir voler plus tranquillement. Bon, cette fonction radar, elle est multiple, hein. Elle a cette fonction alerte, mais elle a aussi la possibilité de localiser où se trouve le télépilote d'un drone qui arrive dans une zone que l'on aura décrétée à surveiller. Il suffit tout simplement de cliquer sur la position du drone que l'on est en train de détecter sur le récepteur, et puis le système va afficher un petit drapeau en disant bah, le télépilote de ce drone, il est à tel endroit. Ah bah, c'est quelque chose que l'on peut implémenter dans les analyses de risque de type SORA, par exemple, hein. Ça permettrait éventuellement de savoir s'il y a d'autres télépilotes ou d'autres usagers de l'espace aérien. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, juste une question. C'est quoi l'autonomie de ton radar? Ah non, il a une très longue autonomie, 2 heures. Ah, Donc vraiment, c'est prévu pour des utilisations très opérationnelles. Le système est équipé de batteries au lithium et qui est sécurisé, parce qu'on en entend assez parler maintenant des batteries lithium-ion qui explosent, qui prennent feu, etc. On a vu encore il n'y a pas très longtemps une société qui a pris feu. Bon, à l'intérieur du récepteur, hein, si je fais quelque chose, si je fais un appareil de sécurité pour les drones, lui-même est sécurisé. Et j'ai intégré à l'intérieur un battery management system. C'est un système en fait qui surveille les batteries en permanence. Il surveille à ce que les batteries soient bien équilibrées les unes avec les autres, que la charge se passe correctement, que la décharge se passe correctement, et que l'on ne dépasse pas les limites acceptables par les batteries pour les garder en bonne santé. D'autre part, le chargeur est intégré au récepteur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un connecteur de type USB-C, hein, c'est la norme européenne maintenant, et avec un petit chargeur de téléphone, on vient recharger le récepteur aérobacon, et ça se fait sans aucun problème. Mais bon, 20 heures d'autonomie, ça c'est sur batterie. Après, on peut le laisser sur le chargeur en permanence et il n'y a plus de problème d'autonomie. Il d'accord. va fonctionner en permanence. Donc, tu dis 20 heures, parce que au début, tu as laissé entendre 2 heures d'autonomie. Donc, pour ça. Ah, pardon, ma langue a fourché, c'est bien 20 heures Ah, d'autonomie, 20 tout à heures fait. d'autonomie, d'accord, oui. Est-ce qu'on peut parler éventuellement du prix d'un tel appareil? Parce que est-ce que c'est très cher? Alors, le récepteur, il a une version de base qui est à 349 €. Et donc, pour cette version de base, il a toute la partie détection, acquisition, visualisation, l'application qui est inclus dans le smartphone, qui est à charger dans le smartphone pour afficher la carte. Et ensuite, en plus de ça, on peut ajouter la fonction radar, donc cette fonction qui permet d'être alerté, de détecter où se trouvent les autres télépilotes, etc. Et cette fonction-là est à 249 €. D'accord, en plus des 349. Donc, En plus, voilà. voilà, disons que pour environ 600 €, on se retrouve avec un environnement sécurisé. Oui, complètement, avec qui couvre l'ensemble de tout ce que l'on a besoin pour être vraiment sécurisé. À savoir, hein, que ce mode radar, il peut aussi être utilisé en mode mobile. Bon, on peut poser le récepteur à un endroit et puis le laisser fixe, voilà, mais on peut aussi l'embarquer dans une voiture, et à ce moment-là, le récepteur va pouvoir détecter tout ce qui se passe autour de lui au fur et à mesure du déplacement. Je pense par exemple au retour d'expérience des forces de l'ordre. Bon là, j'ai travaillé avec la gendarmerie à Toulouse, à côté de Toulouse. Ça, c'est une grande gendarmerie Mmh. qui travaille beaucoup sur les drones. Et ils m'ont fait un retour d'expérience en me disant, bah nous, on aimerait bien sécuriser les véhicules de nos services officiels. Mmh. Et donc mettre, pourquoi pas, un récepteur de ce type-là dans le véhicule, et comme ça le véhicule se déplace, mais on sait si jamais il y a des drones qui se baladent autour du véhicule ou pas. D'accord. Et donc c'est grâce à ces retours d'expérience que j'ai développé la fonction, mobile, donc embarquée dans un véhicule avec, la gendarmerie nationale. Bon, ils ont aussi fait une évaluation de ce produit et ils l'ont comparé avec l'aéroscope de DJI. Oui, L'aéroscope est assez connu, hein. Alors, c'est un outil qui est performant, certes, l'aéroscope, mais coûteux très, très cher. sérieusement, voilà, et complexe à mettre en œuvre, hein. Il se met pas en œuvre en 2 minutes, hein. Il faut déballer l'ensemble, faire des alignements, etc. C'est assez compliqué et assez long de mise en œuvre. D'accord. Le récepteur aérobacon, lui, il couvre pas du tout ce créneau.
il couvre le créneau des récepteurs de balises qui sont autonomes, simples de mise en œuvre et très rapides de mise en œuvre. En quelques secondes, exactement entre le moment où on met sous tension et le moment où le système acquiert les balises, il se passe 5 secondes. Donc en 5 secondes, on a un récepteur qui est complètement autonome et une utilisation qui est très simple avec son écran couleur tactile. Bon, c'est un écran qui permet d'afficher toutes les informations en couleur et puis il est tactile de façon à justement à faciliter l'utilisation. Avec le doigt, moi je fournis un stylet, mais avec le doigt on peut taper sur les boutons. Les boutons sont suffisamment gros pour pouvoir sélectionner la fonction que l'on veut voir. Et puis, comme il est relié via le Bluetooth à un smartphone, à une tablette, eh bien sur la tablette ou sur le smartphone, on a la carte qui s'affiche avec les drapeaux de la position des différentes balises. Mon engagement, en fait, c'est d'avoir fabriqué un appareil qui soit performant et pour pouvoir détecter toutes les balises en temps réel. Et donc, chaque détection ne prend que quelques millisecondes, de façon à, même si jamais il y a des balises qui arrivent les unes en parallèle des autres, le système puisse les détecter et que la qualité de détection soit bien alignée sur la spécification du décret, de façon à vraiment respecter tout ce qui est spécifié et ne pas en déroger. Alors Pascal, nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter à l'attention des auditeurs de Fréquence Drone ? Oui, en fait, avec l'interview, là, je me rends compte que c'est vraiment pas facile d'expliquer les fonctions d'un tel outil qui est très visuel dans une radio. Alors, dès que tu nous proposeras, Thierry, une chaîne télévisuelle, ça sera beaucoup plus simple et je pourrais vous faire une vraie démo. Mais bon, trêve de plaisanterie. En fait, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur YouTube et à taper dans le moteur de recherche récepteur aérobacon. Et là, ils vont pouvoir vraiment visualiser et voir comment fonctionne ce récepteur aérobacon avec des modes d'utilisation et surtout une vidéo qui permet de se rendre compte de toute l'étendue des fonctions de ce récepteur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Pascal et merci à toutes et à tous. Rendez-vous avec un nouvel invité lors de notre prochaine interview. À très vite et encore merci Pascal. Merci beaucoup à toi Thierry, à bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.